Eh bien, bonjour à tous. Chère Madame la Présidente de la Commission des Affaires européennes et internationales du Conseil national des barreaux, chère Marie-Aimée, cher Laurent Martinet, vous êtes tous deux anciens vice-présidents élus de cette institution et donc je vous salue aussi à ce titre. Merci également à Laurence Roch, à Élise Groux d'être en ligne avec nous et merci à toutes celles et tous ceux qui se sont inscrits et qui nous suivent aujourd'hui en visio. Merci d'être à nos côtés à l'occasion de cette journée internationale des avocats en danger, tristement célébrée depuis 2009, pour alerter et sensibiliser l'opinion et nos décideurs publics sur les menaces et les risques auxquels sont confrontés les avocats dans l'exercice de leur profession. Vous le savez, le Conseil national des barreaux, en tant que membre fondateur de l'Observatoire international des avocats en danger, est particulièrement attaché à cette journée pour une raison simple. Le temps passe sans que, malheureusement, ne faiblissent les attaques. Bien au contraire, elles ne cessent de s'accroître et viennent désormais même des États-Unis d'Amérique, ce pays que l'on a si longtemps appelé la plus grande démocratie du monde. Qui aurait cru en effet que nous consacrerions notre journée des avocats en danger aux États-Unis d'Amérique? Le choc est si grand et nos inquiétudes si conséquentes que nous avons décidé cette année de mettre justement ce pays au cœur de nos échanges, en raison des pressions et sanctions exercées par l'administration Trump à l'égard tant des avocats que des magistrats. Et à ce sujet, ma conviction est faite. La situation impose une réponse ferme de nos instances et une solidarité sans faille à l'égard de nos confrères américains. Cette réponse est d'autant plus nécessaire que les enjeux dépassent les simples frontières américaines. Les cabinets américains installés en France et en Europe ont par exemple changé leur politique en matière d'inclusion et de diversité afin de ne pas être ciblés par les executive orders du président Trump. Plusieurs juges et procureurs de la Cour pénale internationale se sont vus interdire l'entrée sur le sol américain, geler leurs avoirs, fermer leurs comptes bancaires et interdire toute transaction bancaire à la suite d'un décret présidentiel prévoyant des sanctions pour les personnes aidant la CPI à enquêter sur des citoyens américains et des alliés des États-Unis. Nous avons eu dans cette institution l'honneur de recevoir le juge français Nicolas Guilloux qui nous a décrit, et ça fait froid dans le dos, le quotidien qui est le sien aujourd'hui à la suite de ces sanctions. Le journal allemand Der Spiegel a révélé que l'administration Trump aurait envisagé des sanctions contre les 3 magistrats français ayant condamné en première instance Marine Le Pen pour détournement de fonds publics. C'est l'affaire des assistants parlementaires du RN qui est actuellement jugée devant la Cour d'appel de Paris. Le 23 décembre 2025, les États-Unis ont interdit de séjour 5 personnalités européennes promouvant la régulation numérique, la lutte contre la désinformation et la haine en ligne. Le français Thierry Breton, ex-commissaire européen à l'initiative du Digital Services Act et ancien ministre de l'économie français accessoirement, fait partie des personnalités ciblées. Enfin, plus globalement, la remise en cause du droit international et du multilatéralisme et l'affirmation de la loi du plus fort au mépris de tous les principes juridiques, à l'image de ce qui s'est passé au Venezuela ou des menaces qui concernent maintenant le Groenland, nous commandent de réaffirmer la primauté du droit en tant que garant de l'état de droit et auxiliaire de justice. Au cours de ce webinaire, nous reviendrons ainsi sur la situation rencontrée par les avocats et les magistrats aux États-Unis, sur les conséquences concrètes des intimidations, pressions, sanctions du pouvoir exécutif américain. Nous envisagerons également les conséquences de ces mesures et intimidations pour les cabinets américains installés en France et en Europe, avant d'envisager, et c'est bien nécessaire, les moyens de prévenir ces atteintes et les solutions dont nous disposons pour soutenir nos confrères américains. Enfin, il nous semblait essentiel de nous attarder sur les effets de l'extraterritorialité des sanctions américaines pour nos systèmes de justice et la justice internationale. En effet, ce qui touche nos confrères outre-Atlantique a nécessairement un effet sur nos propres conditions d'exercice. C'est la raison même de notre présence régulière au plan international pour défendre la défense, affirmer avec force les valeurs de notre profession à chaque fois que cette dernière est menacée. Par conséquent, nous adresserons ce jour, au nom du barreau français, une lettre ouverte à M. Charles Kushner, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en France, afin de lui faire part à la fois de nos inquiétudes, mais également de nos demandes et de notre action de plaidoyer.
Last but not least, comment ne pas remercier tous nos intervenants du jour pour leur participation à ce webinaire et leur disponibilité dans des délais contraints. Un remerciement particulièrement chaleureux à Élise Groux, qui connaît bien cette maison et que nous connaissons bien depuis longtemps, chère Élise, et à Christopher B. Candy, tous deux avocats aux États-Unis, pour leur participation. Nous savons à quel point il peut être coûteux de prendre la parole publiquement sur ces sujets. Alors, votre parole est d'autant plus précieuse et nécessaire et elle nous honore particulièrement aujourd'hui. Merci aussi à Laurent Martinet pour son témoignage. Alors même, cher Laurent, que je sais que tu te rends régulièrement aux États-Unis dans le cadre de ton activité professionnelle. Merci enfin à Marie-Aimée Perron et à Laurence Roch d'avoir organisé ce webinaire et plus généralement pour votre engagement sans faille à l'international au service de la profession. Sans plus tarder, je vais céder la parole à nos confrères américains et notamment à Élise Groux pour qu'ils puissent nous éclairer sur la situation aux États-Unis. Christopher, Élise, the floor is yours. Merci beaucoup, Julie. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Parce que j'ai eu des problèmes techniques. Oui, vous m'entendez? Nous t'entendons. Très bien, parce que c'est écrit que mon micro est désactivé. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec tous ces appels. Donc, merci beaucoup. Merci de m'avoir convié à cette journée fort importante. Et je ne sais pas, je vais peut-être laisser la parole d'abord à mon confrère que je ne connais pas. Christopher, maybe you should start. I don't know if you're going to speak in English or in French, but maybe I'll join you as you speak, or I can start. Chère Élise, je pense que Christopher nous rejoint. Ah d'accord, donc il n'est pas là. Donc je vais commencer. Voilà, Madame la Présidente, je commence. Ma chère consoeur et présidente, si vous pouvez commencer. Voilà. Merci beaucoup. Donc, cette question nous préoccupe tous au plus haut niveau, la question de la liberté des avocats, bien sûr, mais la question de ce qui se passe aux États-Unis, comme tout le monde a pu le voir cette semaine à Davos. Nous sommes dans une période, pour dire le moins, extrêmement intense, critique, à tellement de niveaux, on ne sait plus par où commencer et comment prendre les choses. Mais ce qui est évident, c'est que depuis le début de cette deuxième administration, en janvier, il y a 1 an, il y a un véritable empiètement du pouvoir exécutif dans la sphère judiciaire. Le président et ses alliés ont essayé d'influer sur les cabinets d'avocats en leur demandant des services gratuits en échange d'une censure sur tout ce qui touche DEI, Diversity, Inclusion and Equity, c'est à peu près les mêmes mots en français. Donc ça, c'est les symboles de ce qu'on appelle le wokisme pour la droite dure, et c'est ce qui était représenté par certains avocats de certains cabinets qui avaient représenté certaines causes. Alors, cette ingérence du pouvoir exécutif dans les cabinets d'avocats est une première, quant à moi, et c'est une première très grave. Je sais que l'American Bar Association s'est prononcée de manière très marquée contre ça. Mais l'American Bar n'est pas un barreau dans le même sens que le barreau de Paris ou que le Conseil national des barreaux. C'est une institution volontaire, une association volontaire qui n'est pas créée par la loi. Donc, il y a beaucoup d'influence, mais qui ne gère pas la profession comme les barreaux dans la plupart des autres pays. Et ça, quant à moi, c'est un véritable problème. Alors, il faut absolument manifester le plus de solidarité possible à l'égard de la profession juridique ici, parce que parallèlement à ce qui s'est passé dans les grands cabinets, il faut dire qu'il y a énormément d'avocats au sein de la société civile qui se font entendre tous les jours devant les tribunaux pour contester chacune des décisions prises par ce pouvoir qui est de plus en plus, si on peut dire, despotique ou dictatorial, et qui n'en fait qu'à sa loi. J'en prends pour exemple un de mes héros qui s'appelle Mark Elias, qui est un avocat qui travaille dans le droit
le droit de vote. Son expertise, c'est sur le droit de vote. Et il est devant les tribunaux presque quotidiennement sur ces questions-là. Vous avez, je ne sais pas, peut-être entendu hier les congressmen qui ont interrogé Jack Smith par rapport au dossier qu'il avait monté suite aux événements du 6 janvier 2021. Il y a énormément d'avocats qui travaillent aussi pour les causes de l'immigration, qui eux aussi se retrouvent devant les tribunaux tous les jours, souvent gratuitement et souvent sans protection directe. Donc, c'est comme les deux extrêmes de la société américaine sont mis en exergue dans cette crise. Le côté engagé de la société civile à nul autre pareil et le côté de la droite dure qui veut éteindre cette société pour toujours, si on peut dire, qui veut en finir avec cette opposition, qui veut vraiment instaurer un régime très répressif. Il est à noter, je sais que les barreaux français sont intervenus suite à l'interdiction d'agir de certains cabinets dans certains dossiers. Les barreaux allemands aussi sont intervenus d'une manière encore peut-être plus féroce en disant aux avocats allemands qu'ils n'avaient pas le droit de travailler avec ces cabinets américains qui empiétaient sur leur propre indépendance professionnelle. Donc ça, c'était un message très fort pour les avocats allemands, bien sûr. Je ne pense pas que ça change quoi que ce soit au niveau des avocats américains. Ce que je pourrais conseiller, c'est de s'assurer que les médias américains puissent relayer tout ce qui se fait en Europe pour soutenir la profession. Et ça, je pense que ce n'est pas fait suffisamment. Bien sûr, il y a un problème de langue, mais je ne pense pas que ce soit le principal problème. Alors, je sais qu'on me donne une autre plage, peut-être pour parler un peu plus tard du barreau pénal international. Je pense que je vais y revenir. Je n'ai pas le programme sous les yeux, mais à moins que les gens aient des questions pour moi, je pense que je discuterai de l'importance de cette création d'un barreau pénal international pour la CPI sous la plage appropriée, je crois que j'occupe avec Laurence un peu plus tard, si je ne me trompe pas. Donc, je vais peut-être... Est-ce que M. Kendall est arrivé? Alors, Monsieur Kendall n'est pas encore arrivé. N'est pas arrivé. Mais, mille merci, Élise. Effectivement, je confirme que vous reprendrez la parole ensuite avec Laurence Roch sur le barreau pénal international. Et en ce cas, à moins que vous souhaitiez ajouter quelques mots, je donne la parole à Laurent Martinet qui va nous dire, qui va nous apporter des témoignages des conséquences pour les cabinets américains en France et en Europe. Merci beaucoup. Oui, je crois que... Merci beaucoup. Merci. Vous m'entendez? Très bien. Oui, bonjour à tous. Si je prends la parole aujourd'hui, comme vous l'avez indiqué, c'est parce qu'on assiste aux États-Unis à des mesures qui, au-delà du débat politique, touchent le cœur essentiel de notre activité, de notre métier, à savoir la capacité pour un avocat à exercer librement, sans pression, sans intimidation. Donc, même si au cas présent, ces restrictions sont décidées aux États-Unis, elles concernent aussi la France indirectement et l'Europe. En effet, les cabinets, la réalité du fonctionnement de ces cabinets, c'est qu'ils fonctionnent comme des réseaux mondiaux. Les clients européens ont souvent des intérêts également aux États-Unis. Les dossiers sont transatlantiques et dès lors que la maison mère est ciblée, le risque commercial et opérationnel américain se répercute, comme vous l'avez évoqué également, sur les bureaux européens. Depuis 2025, on assiste donc, on observe aux États-Unis que le pouvoir exécutif a pris des mesures qui ciblent très expressément les cabinets en raison des clients qu'ils défendent et en particulier les clients qui sont perçus comme étant opposés au président Trump. Concrètement, plusieurs cabinets américains ont été ainsi expressément visés par les executive orders en 2025. Ces cabinets ont bien évidemment des bureaux en Europe. C'est le cas notamment de Perkins Coie, de Jenner à Londres, de Wilmer Hall, Covington à Bruxelles, de Willkie Farr à Paris. Et de façon opérationnelle, si on peut appeler ça ainsi, ces décrets les empêchent d'exercer correctement leur activité. Ça se traduit par un retrait d'habilitation de sécurité à des avocats.
Ça se traduit par une interdiction d'accès à des bâtiments fédéraux ou encore une interdiction de recevoir des fonds publics, que ce soit à la fois pour les cabinets et pour les clients. Alors, pourquoi une conséquence pratique? La raison est très simple, c'est que ces cabinets américains, ils fonctionnent tous globalement de la même façon, c'est one firm, worldwide. Si vous prenez l'exemple de Jones Day où j'étais pendant 20 ans, la typologie, la démarche du cabinet, c'est one firm. C'est-à-dire que ce qui est décidé aux États-Unis s'applique sans aucune distinction sur tous les bureaux européens. Donc, les décisions qui vont frapper le siège aux États-Unis vont s'appliquer à l'ensemble du réseau, y compris en France. C'est pour ça que toutes les mesures mères dont on va parler, toutes les mesures qui vont concerner la maison mère, vont se répercuter indirectement sur les bureaux en Europe, que ce soit à Paris, à Londres ou à Bruxelles. Et au fond, ces restrictions, elles vont fragiliser ce pourquoi le Conseil national se bat, l'accès au droit, que l'on va observer avec deux prismes. Le premier, c'est, comme vous le savez, l'avocat exerce une profession libérale, donc il est censé pouvoir choisir librement, sans aucune pression, ses dossiers. Or, au cas présent, certains choix concernant des dossiers vont devenir risqués parce qu'ils impliquent le gouvernement. Et donc, l'avocat, enfin, le cabinet et puis de facto l'avocat devra écarter une partie de ses clients et se recentrer sa clientèle qui n'est pas forcément la clientèle qu'il aurait choisie. Et d'autre part, inversement, autant l'avocat ne peut pas choisir librement son client et inversement, le client ne pourra plus choisir librement son avocat dès lors qu'il va anticiper un risque à travailler avec telle ou telle firme, même si ce risque est indirect. Et donc, dans sa stratégie de détermination et d'identification, il choisira le cabinet qui lui semblera le moins exposé. Dans ce cadre, donc, il est très important de rappeler que beaucoup des clients servis depuis Paris, Londres, Bruxelles, Milan, en réalité entretiennent des relations avec le gouvernement fédéral américain, que ce soit par le biais de contrats qui sont conclus avec les autorités fédérales, que ce soit par l'intermédiaire des filiales de ces cabinets américains, ou aussi et surtout parce que ces cabinets exercent auprès d'autorités, de régulateurs, notamment en matière de défense. Si vous intervenez pour des sociétés en matière aéronautique, vous êtes directement touché, qu'il s'agisse à la fois du marché américain et également du marché français. Et donc, vous allez être empêché, vous allez être dissuadé ainsi d'entretenir une relation spécifique avec ces entités. Alors, la réalité, en parallèle, ces entités, donc bien que basées en Europe, elles sont liées au gouvernement fédéral. Elles peuvent donc, par ricochet, s'interdire d'entrer en relation avec des cabinets ciblés. Avec un autre point également qui est très important, c'est que les cabinets ont l'obligation de procéder à des déclarations dans le cadre des relations qu'ils ont avec certains clients. Et donc, le cas échéant, ils vont y mettre fin conformément aux executive orders. Ça, c'est la relation client avec deux prismes, la relation avocat vers le client et client vers l'avocat. Un impact aussi très, très significatif que l'on retrouve en Europe, c'est le pro bono. Comme vous l'avez évoqué, face au risque d'être visé par des nouveaux décrets, plusieurs cabinets américains ont préféré négocier avec l'administration américaine plutôt que d'entrer en conflit. C'est le cas de Poivès, qui a des bureaux en Europe, à Londres, à Bruxelles, de Latham & Watkins, qui a un bureau à Paris, de Kirkland, qui a également un bureau à Paris, et qui ont donc conclu des accords avec la Maison-Blanche afin d'éviter qu'une ordonnance similaire ne leur soit rendue. Ces cabinets se sont également engagés dans le cadre de leurs accords avec le président Trump à fournir globalement plus d'1 milliard de services juridiques pro bono qui ont été consentis. Ils ont consenti également d'autres concessions. Si vous prenez le seul exemple de Willkie Farr, c'est 100 millions de dollars qui ont été consentis pour procéder à des services juridiques de pro bono, avec une grande différence, c'est que normalement, le pro bono, il a un prisme extrêmement large dans tout un ensemble de domaines sur lesquels on reviendra. Et là, il a été convenu que ce pro bono et ces 100 millions de dollars seraient affectés expressément aux anciens combattants, aux militaires, aux policiers, aux services de secours, au réseau social, tout cela extrêmement lié à la présence Trump. Donc ça, c'est l'effet direct. On a un effet également donc sur tous les dossiers pro bono concernant l'immigration, avec une baisse très significative de ces dossiers en matière de pro bono, qu'il s'agisse à la fois d'un prisme américain ou d'un prisme européen, sur les violences policières, sur les droits civiques, sur le contentieux électoral. Et puis vraiment là où peut-être l'impact est le plus grand, c'est ce qui concerne toutes les pratiques discriminatoires, à l'encontre des personnes LGBT, toutes les pratiques visant à dénoncer
des approches différenciées pour des raisons d'orientation sexuelle, sur la neutralité du genre et tout. Tous ces dossiers ont connu une décroissance très, très significative pour les raisons que vous pouvez envisager. Donc, concrètement, ces restrictions, elles ont des conséquences directes sur les cabinets qui les conduisent à reclasser des dossiers comme extrêmement sensibles. Très globalement, pour vous donner un exemple, dans les cabinets américains, tous les collaborateurs, les associés sont incités à dédier à peu près 10 à 15% de leur temps sur des dossiers pro bono. Ce temps a considérablement réduit. Non seulement il a considérablement réduit en volume, mais il a considérablement réduit également en prisme et en technique sur des domaines qui sont compatibles avec ce que l'administration Trump privilégie, et tous les autres domaines étant, je dirais, traités avec beaucoup moins, pas moins d'attention, mais moins traités pour les raisons évidentes que l'on vient d'évoquer. Donc, il y a un recentrage, si on peut l'appeler ainsi, du pro bono sur des affaires qui sont considérées comme moins exposées. Et la réalité, c'est que dans un cabinet international, dans tous ces cabinets qui sont des cabinets internationaux, le pro bono est décidé et déterminé à un niveau central. Et donc, de facto, les bureaux français, les bureaux européens en subissent les conséquences de façon directe, avec une réduction du pro bono. Enfin, une incidence très directe sur l'aspect opérationnel. Comme je l'ai indiqué, la majorité des cabinets américains en Europe travaillent sur des dossiers qui sont en lien direct avec les autorités fédérales américaines. Et donc, dans ces dossiers, les bureaux doivent anticiper le risque de sanctions pour répondre à des demandes ou à des enquêtes qui pourraient émaner des autorités américaines, se conformer aux exigences fédérales. Et donc, même si le travail quotidien, au final, se fait en Europe, là, puisque le prisme sur lequel j'interviens, c'est le prisme européen, ces dossiers, souvent, ont des interfaces, en réalité, américaines. Et donc, ce qui va donc avoir pour conséquence de risquer de réduire les habilitations de sécurité et donc de ne pas prendre ces dossiers à juste titre pour ne pas être exposé à ces sanctions. Et donc, dès lors que l'accès est entravé aux États-Unis, le traitement du dossier, même s'il intervient en Europe, va connaître soit sera plus lent, soit ne sera pas géré. C'est le cas notamment, il y a un exemple très topique concernant une firme Covington Burling, où le cabinet américain dispose d'un bureau à Bruxelles et une grande partie de son activité est connectée aux enjeux et aux circuits fédéraux américains. Dès lors, ces dossiers se sont trouvés éminemment freinés depuis 2025. C'est exactement la même chose concernant le cabinet Skadden Arps, avec la contrepartie qu'il a accepté de verser d'un montant là également de 100 millions de dollars pour soutenir des causes qui sont portées par l'administration américaine. Et puis, je voudrais pour terminer, donc conclure par ce que j'appellerais des risques systémiques qui concernent tous les cabinets et pas simplement les cabinets américains. Et vous l'avez évoqué avec la position du barreau allemand. D'abord, il y a un risque pour le droit au conseil, en ce sens que si un client anticipe une pénalité indirecte liée au choix de son avocat, il ne va plus choisir librement son conseil, parce qu'il va faire attention à cela. Deuxièmement, c'est un risque concernant le contradictoire. Le CNB porte aussi toutes ces valeurs, à savoir une démocratie. Elle a besoin d'avocats qui soient capables de contester l'État sans craindre des représailles administratives. Et là, avec ces executive orders, il y a un lien direct sur la possibilité d'un respect parfait du contradictoire. Et puis, il y a un risque de contagion, en ce sens que si ce modèle venait à fonctionner politiquement quelque part, il pourrait inspirer d'autres régimes. Et comme le disait la présidente tout à l'heure, qui eût cru il y a quelques années que nous dédierions notre journée à examiner ce qu'il se passe aujourd'hui aux États-Unis, sachant que pendant des années, les États-Unis ont été notre partenaire, je ne dirais pas notre référence, mais un modèle que nous observions avec beaucoup d'attention dans le cadre de la promotion de la démocratie, des libertés publiques, de la défense des droits de l'homme. Et aujourd'hui, on est amené à revoir cela très différemment. Et puis pour conclure, sur les propos de Louis de Gauss, nouveau bâtonnier de Paris, managing partner de KL Gates, la plupart des cabinets américains, comme je l'évoquais, sont implantés en France. Ils ont certes ils ont pu échapper aux mesures les plus directes. Cependant, toutes les mesures indirectes que je viens d'évoquer les concernent très directement. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil national des barreaux a alerté sur le risque de ces menaces qui fragilisent l'indépendance des avocats par des leviers politiques, qui fragilisent ce qu'on appelle l'état de droit,
que l'on porte depuis de nombreuses années. Et ces impacts, cette atteinte à l'état de droit ne se matérialise pas qu'aux États-Unis, elle se matérialise aussi dans notre territoire européen. Et puis c'est aussi dans ce même esprit qu'était intervenue la résolution qui avait été portée il y a quelque temps par le Conseil national, par le barreau de Bruxelles, par l'Ordre des avocats de Paris, le 18 mars 2025, justement pour précisément attirer l'attention de l'ensemble des confrères sur ces risques, les protéger, les accompagner et faire un peu rempart dans le cadre des attaques qui sont menées de façon aujourd'hui répétée et constante par l'administration américaine. On me dit que je vais donc redonner la parole à Christopher Kende, c'est ça qui nous a rejoint. Voilà. Merci. Christopher. Voilà, vous m'entendez tous? Oui, ça va? remarquablement. Oui, très bien. Merci Christopher. Christopher. Écoutez, il est 8h30 chez moi, donc je ne suis pas tout à fait prêt à aller au bureau. Je m'excuse que je ne porte pas de cravate. Merci pour cette invitation et la possibilité de vous adresser à quelques points. Je suis avocat américain, je suis plutôt maritimiste, je travaille dans le maritime et domaine de l'assurance. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner quelques exemples qui a quelques petites lumières d'espoir en ce qui concerne la situation, surtout en ce qui concerne des affaires concernant des procureurs nommés par M. Trump et la réaction des juges et des jurys. Donc, ça va être un peu moins noir que les présentations que nous avons vues jusqu'à présent. Je vous donne quelques exemples. Une personne qui s'appelle Lindsay Halligan était, je ne sais pas si ça a été suivi dans la presse française, a été nommée par M. Trump comme le procureur, le Attorney General de le district de Virginie, très important district fédéral. Vous savez que nous avons un système fédéral où il y a à peu près 94 districts et chaque district a un tribunal fédéral d'instance qui s'appelle le District Court. Alors, le District Court de Virginie est quand même assez important. Alors, Mme Halligan a été nommée par Trump comme le Attorney General, le chef de ce bureau-là. Aucune expérience en tant que procureur, ex-avocat de M. Trump dans quelques affaires de pénales. Et elle a été nommée parce que le chef de ce district a démissionné parce qu'il a refusé de lancer un recours contre M. Comey, James Comey, ex-chef du FBI, un des ennemis de M. Trump. Et donc, il a démissionné parce qu'il avait estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour lancer un recours pénal. Donc, M. Trump a mis cette personne en place pour remplacer cette personne. Elle a engagé 2 recours contre M. Comey et une dame qui s'appelle Letitia James, qui est le Attorney General de l'État de New York. C'est elle qui a poursuivi Trump en pénal. Et il a été condamné pour 34 felonies pour avoir caché des informations concernant ses rapports avec une prostituée, enfin une vedette de porno. C'est probablement connu aussi. Et c'est elle qui a obtenu le jugement contre lui, donc autre ennemi de M. Trump. Elle a lancé 2 recours contre ces personnes qui ont été rejetés par le tribunal parce que le tribunal a décidé que Mme Halligan n'était pas compétente pour pouvoir agir en tant que chef de ce bureau. Pourquoi? Parce que normalement, le Sénat doit confirmer chaque U.S. Attorney qui est nommé chef d'un district. Il y a un délai de 120 jours pour permettre à une personne qui vient d'être nommée, son nom d'être soumis au Sénat pour être accordé la possibilité de remplir ses fonctions. Bon, les 120 jours sont passés. M. Trump n'a jamais soumis son nom au Sénat. Elle n'a pas été confirmée. Donc, un tribunal a décidé qu'il n'était pas autorisé à engager ces procédures et donc à rejeter les assignations, enfin pas les assignations, les recours en instance pénale contre M. Comey et M. James. De façon intéressante,
Elle a essayé une deuxième fois d'avoir un indictment contre Madame Janes qui a été refusé par le grand jury également. Donc, deux chances qui n'ont pas fonctionné. Récemment, il y a 2-3 jours, Madame Halligan continue à se présenter comme U.S. Attorney du Eastern District, même si elle n'a pas été qualifiée et un tribunal avait déjà dit qu'elle n'était pas capable d'agir dans ses fonctions. Alors, tout récemment, il y a 3-4 jours, un autre juge vient de dire dans un arrêt très sévère, je vais vous lire quelques extraits, qu'elle n'avait plus le droit de porter le nom de U.S. Attorney et qu'elle était obligée de laisser tomber ce titre. Elle a démissionné et maintenant elle n'est plus dans ce bureau. Je vais vous lire quelques extraits. Tout ça pour montrer qu'il y a quand même des juges. Alors, le juge qui vient de passer cette décision était un juge nommé par M. Trump. Hein? Donc, on a quand même quelques juges qui ont, je ne veux pas utiliser des noms, enfin, vous pouvez imaginer ce que j'allais dire, qui ont quand même un peu de moelle épinière pour résister à ces efforts. Je vais vous lire ça. Miss Halligan's response, c'est la réplique qu'elle a déposée pour contester le fait qu'elle n'avait plus le droit de porter le nom U.S. Attorney. Miss Halligan's response, in which she was joined by both the Attorney General, ça c'est le procureur général des États-Unis, Madame Bondi, Deputy Attorney General, contains a level of vitriol more appropriate for a cable news talk show and falls far beneath the level of advocacy expected from litigants in this court, particularly the Department of Justice. Donc, un résultat de tout ça, c'est que le département de justice, le ministère de justice, qui avait beaucoup de crédibilité, perd beaucoup de crédibilité devant les tribunaux. Et les juges parlent entre eux. Donc, ça, c'est un impact de ce qui se passe, c'est que le département de justice a perdu beaucoup de crédibilité. Donc, je vais vous lire la fin. Je peux le retrouver. A district judge acting at the direction of the chief judge has ruled on behalf of the district judges of this district that Ms. Halligan was invalidly appointed as United States Attorney. No matter all of her machinations, ça c'est un juge qui écrit ça, hein? No matter of all her machinations, Ms. Halligan has no legal basis to represent this court that she holds the position. Any such representation going forward can only be described as a false statement made in direct defiance of valid court orders. In short, this charade of Ms. Halligan masquerading as the United States Attorney for this district in direct defiance of binding court orders must come to an end. C'est assez fort. Hein? Donc, c'est encourageant qu'il y ait un juge nommé par M. Trump qui résiste à ce qui se passe. Si j'ai un peu de temps, il y a un deuxième exemple assez semblable, une dame qui s'appelle Alyssa Habab, qui a été nommée procureur U.S. Attorney pour le district de New Jersey, autre district très important, exactement la même chose. Elle n'a jamais été confirmée par le Sénat, le délai de 120 jours est passé, et c'est la Cour d'appel du 3e circuit, la Cour intermédiaire, qui a passé un jugement disant qu'elle n'avait plus l'autorité de continuer encore comme procureur et que donc elle a été obligée de démissionner. Autre exemple, il y a un procureur aussi nommé par M. Trump au district de Columbia, qui est très important, c'est le District of Columbia U.S. Attorney's Office, Madame Pirro, Janine Pirro, qui a essayé de poursuivre un manifestant qui a jeté un sandwich à un agent de ICE. Vous savez, ICE, c'est les agents qui arrêtent les immigrants. Il a jeté un sandwich à cette personne. Alors, Madame Pirro a essayé d'obtenir un indictment, ce qu'on veut dire pour un felony, devant un grand jury. Vous savez, nous avons les grand juries qui, et pour avoir été accusé d'un felony, d'une infraction grave, il faut que le grand jury approuve. Elle a essayé d'obtenir un felony indictment de la part du jury.
refusé, le jury a refusé, ce qui est extrêmement rare, parce que normalement, ce n'est pas contradictoire, il n'y a que le procureur qui présente les preuves devant le grand jury, et c'est extrêmement rare que le grand jury refuse de passer un indictment contre une personne. Ça a été refusé, donc elle a décidé de poursuivre cette personne en misdemeanor, c'est moins grave et on n'a pas besoin d'être indicted par le grand jury. Et il y a eu un procès et le jury a refusé de condamner la personne. Donc, vous avez des grand juries qui refusent de suivre les efforts des gens nommés par M. Trump. Et il y a des petits jurys, les jurys au procès, qui refusent de condamner les personnes. Juste hier, il y a eu un autre procès contre une personne qui on a accusé d'avoir mis un mot sur Snapchat demandant à quelqu'un qui serait d'accord pour payer $10,000 pour assassiner M. Bovino. M. Bovino est un chef de ICE qui est très souvent sur place. Il a l'air d'être un Gestapo. Il porte des impairs noirs. On voit des photos de lui, c'est extraordinaire. Il a vraiment l'air effrayant. Et le jury, là aussi, à Chicago, a refusé de condamner cette personne. Autre perte pour le département de justice de Chicago. Donc, tout ça pour dire qu'on a des juges qui résistent, même des juges nommés par M. Trump. On a des grand juries qui résistent. Et on a des petits juries, des jurys qui sont dans les procès. Vous savez, le grand jury, c'est 23 personnes qui décident si ils vont voter pour un indictment. Et les petits jurys, c'est les jurys qu'on connaît à la télé, qui sont durant un procès, les audiences, qui décident de condamner le défendeur ou non. Donc, on a les juges, on a les grand juries et on a les petits jurys qui résistent. Donc, approche un peu plus optimiste pour voir qu'on a quand même des gens qui refusent d'accepter ce qui se passe avec le département de justice et les gens qui sont nommés par M. Trump. Voilà, j'espère que je n'étais pas trop long. Parfait, merci beaucoup, Christopher. Nous, la présidente l'a dit, la journée internationale des avocats en danger, sachez-le, habituellement est consacrée à nos confrères biélorusses, à nos confrères tunisiens, à nos confrères turcs, à nos confrères aux Philippines et bien d'autres pays. Et qui nous aurait dit un jour que ce s'agirait des avocats américains? Je vous avoue que je ne l'aurais pas cru. Je ne l'aurais pas cru, mais la situation est telle qu'il nous appartient, dans le cadre de cette journée internationale des avocats en danger, d'alerter sur la situation par solidarité de nos confrères américains, pas seulement de nos confrères, mais aussi des juges. Élise en a parlé, les juges de la CPI, la présidente aussi en a parlé. Et la question est comment prévenir les atteintes à l'état de droit et à l'indépendance de la justice et du barreau et soutenir nos confrères américains. Et je suis là pour vous présenter les solutions vues d'Europe. Effectivement, la polarisation politique est devenue un trait caractéristique de trop nombreuses sociétés actuellement, mettant à rude épreuve les institutions démocratiques et l'état de droit. Les tribunaux, les avocats et les institutions indépendantes sont de plus en plus pris pour cible dans le cadre de luttes politiques, tandis que des garanties essentielles telles que l'indépendance judiciaire, l'accès à la justice, qui sont prévues pas seulement dans l'intérêt des avocats, pas seulement dans l'intérêt des barreaux, mais surtout et avant tout dans l'intérêt des justiciables, dans l'intérêt des clients des avocats, dans l'intérêt des citoyens, tout simplement, puisqu'il s'agit du respect des droits fondamentaux qui, aujourd'hui,
sont menacés dans trop de pays dans le monde et pour la première fois aux États-Unis. Nous l'avons déjà dit, il est essentiel de le rappeler, l'avocat, en sa qualité d'auxiliaire de justice, est un acteur essentiel de l'état de droit. Et lorsque notre profession est attaquée, comme les juges et les journalistes, c'est l'état de droit qui est attaqué. Lorsqu'on veut mettre à mal une démocratie, 3 professions sont attaquées: les journalistes, les avocats et les juges. C'est le cas en l'espèce. Les avocats sont en première ligne. Ils font l'objet de remises en question dans leur mission de défense et de représentation que nous ont présentées Élise, Laurent et Christopher. Et nous sommes clairement, là aussi, avec une remise en question de leur mission de défense et de représentation, d'assimilation, voire de complicité vis-à-vis de leurs clients et de leurs activités criminelles, et des menaces plus graves encore. Protéger les avocats, sentinelles des libertés à l'échelle nationale et internationale, c'est protéger l'état de droit, c'est protéger la démocratie et l'ensemble des principes fondamentaux sur lesquels nos démocraties reposent. La protection des avocats est une mission centrale du Conseil national des barreaux, et ce, aux côtés et en solidarité avec l'ensemble de la profession dans le monde. Alors, comment nous prémunir de cela? Le Conseil national des barreaux a, dans cette continuité, largement œuvré et contribué avec le Conseil des barreaux européens à l'adoption de la Convention européenne de protection de l'avocat, et ce, sous l'égide du Conseil de l'Europe. C'est le premier texte international contraignant, et pas seulement européen, puisque ce sont non seulement les pays européens, mais aussi tous les membres du Conseil de l'Europe, tous les États membres du Conseil de l'Europe qui la signent et qui sont appelés à ratifier cette convention qui est consacrée spécifiquement aux avocats. Cette convention contraignante pour les États signataires répond à l'érosion de l'état de droit et aux menaces croissantes pesant sur les avocats: intimidation, ingérence politique, restriction, violence. Premier instrument international contraignant, donc consacré spécifiquement aux avocats, elle vise à garantir leur rôle essentiel dans la défense de la justice, des droits humains, et là encore et toujours dans l'intérêt des citoyens. Il repose sur l'indépendance et l'autonomie de notre profession, qu'il convient de rappeler en permanence. Il ne peut y avoir de justice sans une justice indépendante, sans un barreau indépendant, sans des juges indépendants. C'est aussi la confidentialité absolue des communications entre les avocats et leurs clients, ou encore la protection contre les menaces et les agressions faites par des États, faites par des gouvernements à l'égard des barreaux, à l'égard des avocats emprisonnés tout simplement pour avoir fait leur travail. L'instauration aussi d'un mécanisme de suivi qui s'appelle GRAVO, avec des évaluations régulières et procédures d'urgence en cas de violation grave, est mis en place. Et c'est ainsi que, aujourd'hui, cette convention a été signée par plus de 29 États à ce jour. Encore avant-hier, le Portugal l'a signée, et le Conseil national des barreaux promeut activement à la ratification de cette convention et la multiplication des signatures, qui démontrent effectivement les États qui reconnaissent l'indépendance des barreaux et l'importance pour leurs citoyens de cette indépendance, et ce, pour lutter effectivement également à l'indépendance de la justice et de l'État et du respect de l'État de droit. Alors, c'est une solidarité internationale professionnelle et la confraternité qui nous amène à organiser ce webinaire au soutien de l'ensemble de nos confrères américains, de l'ensemble des juges américains, et pas seulement, comme l'a exposé Laurent Martinet, compte tenu de leur impact dans les barreaux et dans le monde entier, partout où sont présents les cabinets d'avocats américains. Parce qu'on ne peut pas admettre la multiplication des attaques envers
les avocats américains. Elles ont été présentées, les sanctions prises à l'encontre du personnel de la Cour pénale internationale, les décrets présidentiels visant à révoquer l'habilitation de nos confrères, l'habilitation de sécurité, restreindre l'accès à certains bâtiments fédéraux, mesures qui me conduisent à censurer nos consoeurs et nos confrères et portent ainsi atteinte au fondement même de notre profession que constituent la conscience, l'indépendance, l'humanité. Ce sont tous nos principes essentiels contrevenant à l'indépendance des avocats et des barreaux. On ne peut accepter l'accusation qui a été faite à l'encontre de l'American Bar Association de militantisme et de positionnement pro-démocrate par la Federal Trade Commission, et ce, tout simplement après avoir émis des alertes quant au respect de l'état de droit. C'est mal connaître les barreaux. Les barreaux ne sont pas là pour faire de la politique. Les barreaux sont là pour veiller au respect de leur indépendance, toujours et encore dans l'intérêt de leurs clients et dans l'intérêt des citoyens. Parce que c'est le principe même également de la liberté d'expression, principe fondamental de l'avocat. On ne dicte pas à un avocat, on ne dicte pas à un barreau les mots qu'il doit employer. Les principes, sachez-le que dans les principes essentiels du règlement intérieur national du Conseil national des barreaux, l'égalité et la non-discrimination constituent un des principes essentiels de la profession d'avocat. On ne peut dicter, comme souhaite le faire l'administration américaine, le gouvernement américain, aux avocats, et de leur interdire de s'exprimer, de s'interdire d'employer certains mots comme l'égalité. Ce n'est pas admissible. Face à cette série d'attaques sans précédent contre l'état de droit, de nombreuses organisations de la profession aux États-Unis, mais aussi à l'international, et notamment le CCBE, suivez également son webinar demain, et le Conseil national des barreaux, ainsi que le barreau allemand, l'ensemble des barreaux européens, ont appelé à l'unanimité, à la solidarité, à l'ensemble des avocats américains et aux instances représentatives de la profession d'avocat aux États-Unis. C'est ainsi que le Conseil national des barreaux a pris des résolutions en avril 2005, octobre 2025 et janvier 2026, dénonçant cette situation à l'égard des avocats et des juges américains. La synergie de nos différentes organisations, relayées par l'ensemble des organisations internationales d'avocats, l'Union internationale des avocats, l'IBA, sont des moyens de pression efficaces, car il est indispensable que nous nous mobilisions tous ensemble pour lutter pour l'indépendance de nos barreaux et de nos avocats, car c'est ensemble que nous sommes plus forts. Ces nombreuses crises systémiques contre la profession d'avocat et les instances représentatives ont par ailleurs conduit le barreau français, au travers de l'Observatoire international des avocats en danger, à soutenir l'ensemble de ces barreaux menacés et à fournir aide et assistance à tous les avocats qui sont mis à mal. Et vous savez que vous pouvez compter sur l'aide des avocats français, européens et du monde entier, parce que cette solidarité, ces principes sont des principes sans frontières et résultent du principe même de l'exercice de la profession d'avocat, de la liberté d'expression et du respect de la liberté d'expression, mais aussi de l'indépendance. Cette solidarité est également interprofessionnelle, puisque face aux menaces qui pèsent sur nous, notre solidarité est une force, parce que nous sommes attaqués pour les mêmes raisons. Il est tout aussi important pour les magistrats et les avocats d'être unis et de faire front commun pour la défense de l'état de droit. Voilà en quoi il nous appartient de tous ensemble nous lever au soutien et de dénoncer cette situation d'avocats en danger à l'égard de nos confrères américains. Voilà, je vous remercie. Je repasse la parole à Élise Groux, et je crois que Laurence Roch, qui a une obligation, Laurence Roch et Élise Groux vont nous parler de l'extraterritorialité des sanctions américaines et les conséquences sur la justice internationale. Laurence, je te passe la parole. Merci.
Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Très bien. Très Très bien. bien. Merci beaucoup. En effet, on l'a entendu avec la présidente Julie Couturier, et merci Marie-Aimée de l'avoir rappelé. Évidemment, Laurent Martinet, notre confrère américain aussi, on l'a compris, ce qui touche les États-Unis aujourd'hui, et c'est ce qui nous intéresse dans ce qu'on va évoquer avec Élise, ne se limite pas, hélas, aux frontières. On a bien vu que cette remise en cause de la parole judiciaire, le démantèlement de l'indépendance du département de la justice, ou les discours qui consistent évidemment à sélectionner les contentieux qui mériteraient d'être traités par les cabinets d'avocats, l'autocensure qu'a évoqué Laurent, la question évidemment de l'absence de contradictoire par un certain nombre de cabinets qui seraient considérés par le choix qu'ils font de leur contentieux d'être politisés, dépasse évidemment les frontières. On l'a vu, et pour le coup, avec les avocats français qui défendent les étrangers, on l'a vu avec le magazine Frontières, on le voit aujourd'hui avec le président américain qui se permet d'intervenir dans un contentieux judiciaire français au soutien de Madame Marine Le Pen, et on voit bien que cette vague d'intimidation libère en quelque sorte la parole d'un certain nombre d'autres gouvernements sur la remise en cause du droit international. On l'a vu avec Madame Meloni sur la remise en cause, par exemple, de la Convention européenne des droits de l'homme et quelque part de sa demande d'avoir de la part des juges de la Cour européenne des droits de l'homme une certaine retenue quant à l'application de l'article 8 et de l'article 3 de la Convention à l'égard des immigrés, considérant que les juges faisaient de la politique en intervenant sur, par exemple, les expulsions des étrangers. On l'a vu aussi aux États-Unis, s'agissant de juges qui, par exemple, suspendaient les expulsions ou des avocats qui défendaient les étrangers. Et là, ces décrets présidentiels ont aussi pour objet de sanctionner ce qui, pour évidemment un certain nombre de dictateurs, constitue évidemment l'acmé de la justice, c'est la justice pénale internationale. Et on a vu en découvrant, et moi je dois avouer qu'en me déplaçant à La Haye au mois de septembre pour la commission des affaires européennes et internationales, j'ai découvert en m'entretenant avec le juge Nicolas Guillou ce qu'était en fait la réalité des sanctions américaines qui touchaient à la fois le procureur Khan, mais également aujourd'hui 11 juges de la CPI pour avoir, vous le savez, d'un côté lancé un mandat d'arrêt à l'égard de Poutine sur la question de la déportation des enfants ukrainiens, et puis le mandat d'arrêt à l'égard de Netanyahou et d'autres membres du gouvernement. On le sait, ces sanctions qui ont été prises à l'égard du personnel de la CPI ne touchent pas simplement l'interdiction de venir aux États-Unis, mais également, et c'est beaucoup plus grave, une sorte de mort civile, puisque les banques interdisent désormais, y compris les banques européennes, à ces juges de pouvoir utiliser leurs cartes bancaires, puisqu'elles sont toutes en fait des cartes américaines, mais également de pouvoir recevoir du courrier par le biais de, on va dire, de Federal Express ou d'autres organisations qui seraient des organisations internationales américaines de courrier, de pouvoir réserver ne serait-ce que par exemple un hôtel par Airbnb ou par Booking. Donc ça veut dire aujourd'hui que par exemple le juge Guillou reçoit en fait de l'argent en liquide par le ministère de la Justice pour pouvoir encore être payé de ces interventions. Et évidemment, le dernier degré de sanction, ce sera le démantèlement numérique de l'activité de la CPI, dont vous savez qu'aujourd'hui, elle cherche à avoir une sorte d'autonomie par rapport à Microsoft en essayant d'imaginer des outils qui seraient indépendants. Et là, se pose en fait la véritable question. Je laisserai ma consoeur évoquer la force du barreau pénal international, qui aujourd'hui évidemment est d'autant plus important qu'il va falloir soutenir ce droit international qui est mis à mal, mais il y a également la question de la souveraineté numérique, qui est en fait une question qui interroge l'Europe. C'est-à-dire aujourd'hui, quelle est la place de l'Europe face à la fois finalement ces attaques de Trump, mais également, on peut le dire aussi, de l'autre côté, le risque vis-à-vis de la Russie. Et on voit bien que l'Europe est particulièrement timorée et que, en réalité, plutôt que de craindre et vous avez très justement, Christopher, évoqué un certain nombre de résistances de magistrats et d'avocats que je trouve particulièrement nobles et dignes. Eh bien, je trouve que l'Europe devrait aussi, à un moment, peut-être
prendre conscience du courage dont elle peut faire preuve, qui n'est pas tellement plus risqué que le courage des magistrats ou des avocats qui sont aux États-Unis. De Thomas, sur la question de la souveraineté numérique, la question de la surtransposition des sanctions bancaires, on le sait, aujourd'hui, les banques européennes surtransposent les sanctions à l'égard, par exemple, des juges de la Cour pénale internationale, alors même qu'on ne leur demande pas, dans la crainte d'avoir en quelque sorte des rétorsions à l'égard lorsqu'ils ont des activités américaines. On l'a vu avec Thierry Breton, on voit bien qu'aujourd'hui la souveraineté numérique européenne est évidemment dans le collimateur d'un certain nombre de gouvernements, et c'est là aussi où l'Union européenne a une réflexion à avoir. Mais je dirais plus généralement, quand je vois comment l'Union européenne détricote le devoir de vigilance à l'égard des entreprises, qui était pourtant une force européenne, là aussi je ne pense pas que ce soit une bonne idée et que, à mon avis, le match est plié si l'on doit en effet céder ou courir au risque évoqué d'ailleurs par Laurent Martinet de s'auto-censurer ou d'anticiper en amont les sanctions américaines. Alors, comment peut-on faire? Il y a évidemment, Marie-Aimée l'a évoqué, la convention, il y a bien sûr la solidarité entre magistrats et avocats, et je dirais que là-dessus, en tout cas au CNB, il y a tout un protocole qui a été présenté par Amélie Morino dans le cadre de la commission Liberté et Droits de l'Homme sur la protection, y compris des avocats français en danger, et ce qui suppose que les parquets ou on va dire les autorités de poursuite jouent le jeu d'une sorte de solidarité avec les avocats. Et là, il faut bien comprendre, et on l'a vu quand on a pu se déplacer en Pologne, combien les magistrats sont fragiles, parce qu'ils n'ont pas l'indépendance que nous avons. Et donc, lorsque nous venons leur porter secours, il faut qu'ils se souviennent aussi de devoir le faire également lorsque, par exemple, les avocats sont menacés et que la réaction du parquet se fait attendre, ou que lorsque, par exemple, il y a des menaces numériques, là aussi, la réaction du parquet se fait attendre. Donc, des protocoles avec les parquets, évidemment, des circulaires peuvent être des occasions. L'occasion aussi, mais je donnerai la parole tout de suite à ma consoeur, c'est le barreau pénal international, mais c'est aussi, et je le pense, et c'est vraiment important, la question aussi de ce qu'on peut porter sur les outils du droit. Et là, évidemment, on a aussi, à mon sens, on a une commission numérique et on a aussi un groupe de travail sur l'IA. Il y a évidemment sur la souveraineté numérique, sur la question de l'indépendance des algorithmes, sur la question aussi de l'indépendance des entreprises numériques, évidemment un énorme sujet dont on voit aujourd'hui, sans l'avoir mesuré, combien désormais il impacte en fait la question de l'indépendance de l'exercice professionnel. Je laisse ma consoeur Élise Groux compléter sur le barreau pénal international, qui est évidemment aussi un enjeu important. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laurence. Je vais faire une petite rétrospective, mais avant de la faire, je voudrais simplement rebondir sur ce que Laurent a dit tout à l'heure, en ajoutant qu'à part les avocats des grands cabinets, il existe une pléthore d'avocats qui exercent au sein de la société civile, qui, eux, ne sont absolument pas bâillonnés et qui continuent d'une manière extrêmement courageuse leur travail de résistance au quotidien, un peu partout aux États-Unis. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier. C'est plus difficile de se solidariser de ces gens-là puisqu'ils ne sont pas sous un chapeau ou sous un chapiteau commun. Mais il y a certainement moyen de créer plus de solidarité envers ces avocats qui sont les combattants de tous les jours. Sur la question des sanctions américaines envers la CPI, j'aimerais ajouter un élément, c'est que tous les salaires à la CPI sont en dollars américains. Ça devrait être changé, tout devrait se faire en euros, ce qui limiterait la portée du droit américain sur les institutions européennes ou internationales. Ça a commencé à l'ONU, mais c'est également le cas puisque la CPI, techniquement, est une institution onusienne. C'est le cas à la CPI. Donc, ça donne la possibilité aux institutions américaines de se mettre le nez dans les affaires de la CPI, bien qu'ils n'en soient pas membres et qu'ils, sous cette administration, qu'ils se présentent comme un ennemi de la CPI. Parce que la CPI vient s'ingérer dans les affaires internationales
ce qu'ils veulent absolument mener de manière non équivoque et assez unique avec leur Conseil de la paix, par exemple, qui remplacerait le Conseil de sécurité des Nations unies. On pourrait faire toute une présentation sur le Conseil de sécurité qui s'est tellement éloigné de son devoir à la base qui était celui d'assurer la paix dans le monde. Quand vous avez des États qui lancent des guerres d'agression et qui ont un droit de veto, ça n'a aucun sens. Ça serait la première réforme à faire. Mais je m'éloigne du sujet. J'ai été impliquée dans la création de la CPI dès 1996, donc ça fait longtemps. Et cette CPI se créait finalement sans le pouvoir des avocats. Donc, c'est dans cette foulée que j'ai fait, avec des ONG que j'ai créées, que j'ai fait des propositions pour assurer l'indépendance de la profession d'avocat et qu'on a créé avec le barreau de Paris, avec Paul-Albert Ivens, le barreau pénal international à Berlin en mars 2003. Ça a commencé à Paris, mais ça a duré jusqu'à la création officielle à Montréal en juin 2002 et ensuite la première assemblée constitutive à Berlin en 2003. Nous étions sur le point d'obtenir la reconnaissance de ce barreau au sein de des règlements de la CPI et finalement plusieurs États et des fonctionnaires publics de la CPI se sont opposés férocement à la création de ce barreau parce qu'ils ne voulaient pas un pouvoir des avocats indépendants des institutions de la Cour. Et je le déplore énormément, même aujourd'hui, parce que la vision de ce barreau pénal international dans un contexte international où il n'y a ni police ni gouvernement mondial fonctionnel, c'était d'avoir un barreau qui se mobiliserait au soutien de la Cour et de l'indépendance des décisions de la Cour et bien sûr des avocats. Et donc, cette lutte contre ce barreau qui a donné naissance à un barreau maison, et je ne veux pas critiquer mes collègues du barreau maison de la CPI, je suis certaine qu'ils font du mieux qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont, mais ils n'ont pas l'appui des barreaux. On avait déjà 450 barreaux qui nous soutenaient en 2003 et on était très bien parti pour avoir les barreaux du monde entier, c'était l'objectif. Et devant la présence d'un barreau pénal international qui représenterait les barreaux du monde entier, je crois que la CPI aurait acquis une légitimité institutionnelle qu'elle n'a pas aujourd'hui, malheureusement. Et donc, cette bataille a été une bataille très ardue. On a obtenu de pouvoir participer à la rédaction du règlement déontologique, on a obtenu des commissions, on a obtenu plusieurs choses, mais jamais cette reconnaissance institutionnelle, à part le mot indépendant qui apparaît dans l'article 20 et 21 du règlement de preuve et de procédure de la Cour, mais ce n'est pas dans le statut. Et ça devrait se trouver dans le statut de Rome. Et donc, c'est une bataille qui, comme je l'ai dit à Julie et à Géraldine il n'y a pas très longtemps, c'est une bataille qui doit être remise sur le métier, qui doit être redémarrée devant la montée de l'opposition à l'égard de la Cour qui est plus virulente que jamais et qui m'attriste infiniment parce que on a tellement travaillé fort pour la création de cette Cour et en ce moment, elle est tellement menacée comme toutes les institutions finalement multilatérales. On est dans un monde où c'est la loi du plus fort qui reprend le dessus et je pense qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on le croit pour résister, mais je ne dirais jamais assez comment les coalitions et la solidarité sont fondamentales pour que ces pouvoirs puissent s'exercer d'une manière efficace et qu'on soit entendu et qu'on soit perçu par les médias comme représentant une véritable force, ce qui n'est pas le cas quand les gens sont divisés comme nous l'avons été depuis trop longtemps. Et ça joue le jeu de cette politique qui est une politique de division un peu partout. Là, je suis impliquée dans un dossier, je vais donner cette anecdote pour terminer. Je suis impliquée dans un dossier d'un procès écocide qui se tiendra à Berlin du 15 au 20 février, où on nous prévient déjà qu'on risque d'être poursuivi en diffamation et avec une slap suit, c'est-à-dire une poursuite bâillon
parce qu'on s'en prend à Bolsonaro et on s'en prend à des entreprises. Donc, dans la foulée de ce que Laurence a dit sur le démantèlement de la CS3D, c'est comme tout l'édifice se détricote tranquillement. Et j'essaie de rappeler aux jeunes avocats à quel point les avocats, comme l'a dit Marie-Aimée, ont un rôle clé à jouer. Et c'est ce qui devrait inspirer les jeunes avocats à se lancer dans cette profession au soutien de la démocratie, de leurs confrères et des droits fondamentaux qui sont menacés à chaque instant. Et c'est très difficile de vivre tout ça quand on a consacré sa vie aux droits de l'homme et qu'on se dit, mais finalement, ça a été pour rien. Mais je ne suis pas la seule. On est tous dans cette même situation et c'est déprimant, mais en même temps, il y a tant à faire qu'on ne peut pas se permettre d'être déprimé. Il faut absolument s'engager dans cette résistance à tous les niveaux. Et j'entendais une historienne américaine pour qui j'ai le plus grand respect hier qui disait qu'elle voit partout des symboles de résistance qui lui donnent beaucoup d'espoir depuis un mois. Et le dernier exemple, c'est la police de New York qui s'en est pris hier aux agents de ICE qui faisaient des arrestations arbitraires dans la rue, dans le métro avec leur masque. Et la police de New York leur a dit, nous ici, on ne répond pas à des gens masqués. Qui êtes-vous? Quelle est votre légitimité pour agir? Donc, il y a des confrontations qui se produisent de plus en plus. Alors, oui, pour le barreau pénal international, mais il n'existe plus. Je veux dire, tout ce qu'on a fait a été démantelé, sauf qu'il y a énormément d'instruments qui existent, qui sont en place et qui peuvent être remis sur les rails pour aller de l'avant. Alors, je vous remercie de m'avoir donné la parole et je remercie le CNB du soutien qu'il a toujours apporté au travail qu'on a cherché à faire à ce chapitre. Et je nous dis tous bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Élise. Merci, Élise Groux. Vraiment, il me reste d'abord de dire qu'effectivement, c'est un chantier là aussi de remettre à flot le barreau pénal international. Nous sommes complètement d'accord et Laurence Roch, je sais, y travaille en qualité de membre de la CEI, du Conseil national des barreaux. Il me reste à clôturer ce webinaire en vous indiquant, comme l'a annoncé notre présidente, qu'une lettre ouverte va être adressée à Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en France, Monsieur Charles Kushner, ayant pour objet les préoccupations du barreau français vis-à-vis des attaques contre l'état de droit et l'exercice libre et indépendant de la profession d'avocat aux États-Unis d'Amérique, résumant ce qui vient d'être dit. Donc, nous allons finaliser la rédaction au regard de ce qui vient d'être dit. Et il me reste à remercier très chaleureusement Élise Groux, qui, je le rappelle, est cofondatrice avec l'un des anciens présidents du Conseil national des barreaux, Paul-Albert Ivens du barreau pénal international, mais qui est aussi et surtout une avocate internationale avec laquelle nous avons toujours plaisir à travailler. Christopher Bikendi, qui est avocat américain, et il faut du courage aux avocats américains de prendre la parole sur ces questions aujourd'hui. Et mille merci, et mille merci parce que c'est une lueur d'espoir que nous a apporté Christopher par rapport à justement l'évolution de cette situation qui nous a profondément affectés, tous avocats partout dans le monde. Et puis de remercier bien évidemment notre cher Laurent Martinet qui connaît bien cette institution puisqu'il en a été membre et qu'il est extrêmement engagé sur toutes ces questions. De le remercier chaleureusement également pour cette intervention et naturellement Laurence Roch, vice-présidente de la CAEI, de cette institution, de vous dire que nous vous diffuserons très rapidement, puisque à part quelques ajouts que nous allons faire au regard de ce qui s'est dit
à cette lettre ouverte à l'ambassadeur des États-Unis en France. Nous vous la diffuserons très rapidement et je vous invite à suivre encore la mobilisation qui se fait partout dans le monde, parce que cette journée internationale des avocats en danger, elle n'est pas organisée que par le barreau français, ce sont tous les barreaux qui se joignent tous ensemble, solidairement, au soutien de nos confrères américains. Mille merci à vous, parce que je sais que vous êtes très nombreux à suivre ce webinaire. Et mille merci à vous, et je vous dis à très bientôt. Et restons totalement optimistes. Je relève les mots prononcés par Élise et Christopher sur la mobilisation et en faveur de nos confrères, et la mobilisation en faveur des juges américains. À très bientôt. Au revoir et merci à tous pour votre attention, et encore mille merci à tous nos intervenants. Au revoir.